Les amis, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts pour cet épisode serait d'horreur. 3 histoires d'horreur au programme et on va démarrer tout de suite avec la première histoire impressionnante. Encore une fois, on va voir que l'humain ne réfléchit pas dans certaines situations. Mais je vous en dis pas plus. Avant de démarrer, on se fait une petite session de questions simples, réponses simples dans les commentaires pour faire plus ample connaissance. Et ce que j'aimerais savoir sur vous, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un de jaloux ou de jalouse? Et là, je pense qu'on va avoir des réponses intéressantes. Moi, de mon côté, je le suis pas forcément. Par contre, ce que je déteste, et je pense que vous comprendrez, c'est quand quelqu'un drague ma copine, par exemple, devant moi. Ça peut être pris pour de la jalousie, mais je le vois pas comme ça. Pour moi, c'est juste un manque de respect et c'est ça que j'aime pas. Enfin, moi, je draguerai jamais quelqu'un en couple devant son mec. Je trouve ça juste bizarre. Bref, il y a débat et je suis là aussi pour ça dans les commentaires. Sur ce, on part pour la première histoire de cette vidéo. Pour la première histoire de cette vidéo, je vous préviens, on est sur un banger. J'ai adoré cette histoire et je suis sûr que ce sera pareil pour vous. On va donc parler de Misha, 42 ans, garagiste et indépendant depuis 20 ans maintenant. Il est du coup à son compte et travaille juste à côté de chez lui car son garage est attenant à sa maison. Et un jour, Misha, il explique qu'il reçoit l'appel d'une femme lui demandant s'il peut réparer sa voiture. Jusque-là, rien d'anormal, c'est son métier. Sauf que cette femme, elle va demander à Misha de réparer sa voiture pour ce soir, car elle doit partir en vacances juste après. Misha explique qu'il est complet en ce moment et lui dit donc que malheureusement, non, ce sera pas possible avant plusieurs jours. La femme, au bout du fil, a l'air désemparée, hyper inquiète et il trouve ça louche. Elle explique qu'elle part en vacances avec ses enfants et qu'elle ne veut absolument pas gâcher les vacances, donc elle veut réparer ça au plus vite. Bon, Misha, il a un cœur et il a une famille avec 2 enfants, donc il comprend ce que vit cette femme. Il lui dit qu'il va la prendre en charge car il a 30 minutes de libre au midi et il va donc accepter de lui réparer sa voiture au lieu de manger. Sauf qu'avant de raccrocher, Misha entend des choses un peu surprenantes au téléphone. Il entend la voix d'un homme, probablement à côté de cette femme, demander à qui elle parle. Misha explique qu'il entend juste la femme répondre « personne », puis raccrocher. Misha, même si la fin de cet appel est troublant, il a une grosse journée de boulot qui l'attend et donc ne perd pas de temps avec ça. Quelques heures se passent, puis arrive enfin cette femme qu'il a eue au téléphone. Et Misha indique que l'attitude de cette femme est toujours inquiétante. On dirait qu'elle est sur le qui-vive, qu'elle est anxieuse. Misha explique que cette femme demande à nouveau d'aller vite, car ce soir, elle doit partir avec ses enfants en vacances. Et à ce moment-là, Misha lui explique que ça va lui prendre 30 minutes, donc elle n'a pas à se faire de soucis. Et alors qu'il commence à réparer la voiture de cette femme, il est surpris par une sonnerie de téléphone. Misha explique que ce n'est pas quelqu'un de très curieux et qu'il n'aime pas écouter les conversations, mais cette fois-ci, il n'avait pas vraiment le choix, car elle était à quelques mètres de lui. Et ce qu'il va entendre va le mettre très mal à l'aise. Cette femme qui est venue réparer sa voiture explique qu'elle est chez sa mère et qu'elle ne l'a pas pour très longtemps. Donc oui, effectivement, c'est louche. Bref, Misha lui continue de faire sa réparation et il lui reste 2 roues à changer lorsqu'il aperçoit sur la voiture un AirTag. Pour ceux comme moi qui savent pas ce que c'est une sorte de tracker qui permet de savoir où se situe le AirTag, donc entre guillemets telle ou telle personne, ou voire même tel objet. Et on va pas se le cacher, un AirTag sur une voiture, c'est trop bizarre. Du coup, il fait la liaison avec l'homme au téléphone, tout à l'heure. Donc pour lui, son mec est juste un gros jaloux qui n'a pas confiance en sa femme. Mais encore une fois, il cherche pas plus loin car c'est pas son rôle, et c'est vrai. Il lui montre juste le AirTag, qu'il l'a trouvé, et lui donne. Et bizarrement, elle est pas si étonnée que ça. Elle prend le AirTag, puis remercie gentiment Misha avant de s'en aller en le jetant à la poubelle. Et ensuite, plus rien. Cette femme s'en va, puis Misha continue de travailler. Il est désormais 18h15, il commence à faire noir, alors je présume donc que ça se passe en hiver, et Misha explique qu'il termine une dernière voiture avant de fermer boutique. Il est donc sous la voiture lorsqu'il entend quelqu'un entrer dans le garage. C'est son fils qui lui demande s'il peut sortir ce soir avec des copains. Et il faut savoir que le fils de Misha, il a 14 ans. Et comme on est en semaine et qu'il est jeune, Misha explique qu'il lui est interdit formellement de sortir en semaine car il y a école le lendemain. Son fils râle et rentre chez lui en claquant la porte. Misha explique que pour lui, c'est impossible de laisser son fils dehors en plein hiver alors qu'il y a école le lendemain. Et franchement, moi je comprends ça. Quelques minutes plus tard, il entend de nouveau des pas. Misha, ça l'énerve un peu car il explique que son fils, c'est pas du genre à lâcher le morceau et qu'il vient donc de nouveau lui demander pour sortir. Misha sort du dessous de la voiture, mais malheureusement il voit personne. Son fils n'est en fait pas là. Et là, Misha a une réaction qu'on a un peu tous. C'est-à-dire qu'il se dit que c'est la fin de journée, qu'il est fatigué et qu'il a tout bonnement halluciné. Sauf qu'en retournant en dessous de la voiture, il peut apercevoir des traces de pas par terre. Et il repère ça tout simplement car il pleut dehors et que forcément si quelqu'un a marché ici, ça fait des traces. Et évidemment, Misha ne reconnaît pas les traces de pas qui sont beaucoup trop grandes pour être ceux de sa femme ou bien même de ses enfants. Il décide donc de suivre les traces de pas qui vont en direction de la réserve, là où se trouvent les pièces et tout autre outil dont il a besoin en tant que garagiste. Il arrive dans la réserve
lorsqu'il entend et voit surtout un homme en train de renverser un bidon d'essence un peu partout. Misha est donc à l'entrée de la réserve et demande immédiatement à cet homme de s'arrêter là. Et il remarque que l'homme qui est là face à lui est très agressif, très brusque dans ses gestes. Et justement, cet homme explique qu'il va tout brûler ici à cause de ce qu'il a fait avec sa femme. Misha essaie de calmer cet homme, mais rien n'y fait. Il a mis de l'essence partout et menace Misha de tout faire brûler s'il ne dit pas maintenant, tout de suite, où est sa femme. L'homme explique qu'il est sûr que sa femme est encore là, dans le garage, car c'est son tracker qui lui a dit. Misha comprend tout de suite que c'est donc le mari de cette femme qui est venu tout à l'heure, et il comprend que le AirTag est en ce moment même dans la poubelle. C'est donc pour ça qu'il est sûr que sa femme est ici. Misha, il sait pas trop quoi faire, car il est face à quelqu'un de complètement malade, et il sent que ça peut dégénérer d'un moment à l'autre. Heureusement, Misha entend une porte derrière lui s'ouvrir, et cette porte, c'est uniquement un membre de sa famille qui l'ouvre. C'est jamais des clients qui passent par là. Et là, Misha va faire un très bon move. Il va mettre ses mains derrière son dos et faire stop de la main. Alors c'est un peu farfelu, nous dit Misha, mais ça marche. Il sent que un de ses garçons, ou sa femme, qui est derrière lui, comprend le message de Misha. Et ensuite, Misha va pointer du doigt en direction de la gauche. Ça peut paraître abstrait de notre point de vue, mais en fait pas du tout. Là où pointe le doigt de Misha, c'est vers un extincteur. Alors obligatoire dans n'importe quel bâtiment professionnel. Misha, pendant tout le temps qu'il fait ses signes, il continue d'essayer de raisonner le mari de cette femme. Jusqu'à ce qu'il voit dans sa vision périphérique son fils avec un objet rouge. Objet rouge, extincteur bien évidemment. Misha se retourne rapidement, prend l'extincteur, dégoupille et asperge cet homme violemment. Misha indique à son fils qu'il doit demander tout de suite à sa mère d'appeler la police. Et entre-temps, Misha attrape l'homme pour le maîtriser. Il l'attache avec tout ce qu'il peut autour d'un poteau, puis attend la police avec sa famille. La police va en effet arriver un peu plus tard pour procéder à l'arrestation de cet homme. Et ça s'arrête pas là. Quelques semaines plus tard, Misha ouvre son garage quand il voit une femme devant sa porte. Et vous l'aurez deviné, cette femme, c'est celle qui est venue réparer sa voiture en express. Elle viendra en fait au garage de Misha pour présenter ses excuses à propos de ce qu'il a enduré. Elle explique qu'elle n'est pas venue plus tôt car elle était en fait partie dans un refuge pour femmes battues et qu'elle devait se protéger de son mari, jaloux et violent. Bon, et bien triste histoire pour cette dame, mais qui finit tout de même plutôt bien pour Misha, qui a évité le drame. En tout cas, si vous en voulez encore, on est parti pour la deuxième histoire de cette vidéo. Pour cette seconde histoire, on va se retrouver pour une ambiance assez particulière. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti et vous me direz ce que vous en pensez. On va suivre Melinda et Charles, un couple qui vit ensemble depuis 7 ans et qui vient d'acheter leur maison. Alors pourquoi je dis qu'ils viennent d'acheter leur maison? Parce que du coup, ils sont à sec. Ils n'ont plus de budget pour partir en vacances. Et ça se comprend, acheter une maison, ça ruine. Bref, ils n'ont pas trop de budget pour partir en vacances. Du coup, les parents de Charles leur ont proposé de profiter gratuitement de leur bateau. Et en effet, ils ont un bateau qui loue dans le sud de la France. Et comme les 5 prochains jours, le bateau n'est pas loué, eh bien c'est Charles et Melinda qui pourront en profiter. Charles explique que c'est un tout petit bateau, mais qui est parfait pour s'évader un petit peu. Ils ont donc le bateau pour 4-5 jours avant de le rendre pour les prochains vacanciers. Et Charles et Melinda ont prévu un petit tour sympa pour se ressourcer et profiter des vacances. Et tout va bien se passer jusqu'au 3e jour. En fait, ils vont accoster dans un petit village contenant un port avec quelques bateaux. C'est vraiment tout petit, mais c'est ce que Melinda et Charles recherchent, donc c'est parfait. Ils accostent et justement au moment d'accoster, Charles se rend compte que sur le ponton, il y a pas mal de cordes accrochées. Mais genre, vraiment beaucoup. Et toutes ces cordes ont une particularité, c'est d'être accrochées à rien du tout en fait. C'est comme des bouts de cordes qui pendent dans l'eau. Et Charles explique que le port, il est pas très bien entretenu. Ça se voit, mais bon, pas le choix. Ils ont juste une nuit à faire ici, donc pas de problème. Ils vont juste passer la nuit, repartir le lendemain, et tout ça, ce sera derrière eux. Alors faut savoir qu'ils arrivent en fin d'après-midi et qu'ils ont décidé de sortir du bateau pour visiter la ville, faire quelques courses et aller manger. Et Charles ne dit pas ça par hasard, car lorsqu'ils vont s'arrêter de manger dans une petite brasserie, ils vont discuter avec le serveur. Et celui-ci va faire une drôle de tête quand Melinda et Charles leur disent qu'ils sont venus en bateau et qu'ils ont accosté sur le port. Le serveur va leur expliquer que c'est pas forcément une bonne idée, car depuis peu, il y a eu quelques incidents à cet endroit-là. Il dit qu'il n'en sait pas plus, puis repart faire son travail. Melinda et Charles, ils comprennent pas trop, car ça les rassure pas, bien évidemment, mais surtout, ils repensent à l'état du port qui effectivement ne donne pas confiance. Bref, ils mangent, puis repartent faire un petit tour avant de rentrer dormir dans le bateau. Et ils ont tous les deux une drôle de sensation. La ville en elle-même paraît austère et voire même pas accueillante. Il n'y a rien qui donne vraiment envie de rester là. En fait, même les gens qu'ils croisent dévisagent Melinda et Charles. C'est très étrange pour eux, qui décident d'écourter leur fin de journée en se rendant au port. Ils arrivent au niveau du port et ils sont d'un coup très étonnés. En fait, ils remarquent
qu'il n'y a plus que leur bateau qui est accosté au ponton. Donc il faut bien s'imaginer qu'il n'y a plus aucun autre bateau dans le port, ils sont seuls. Et Charles explique que la sensation est vraiment très étrange et que ça les met très mal à l'aise. Et tout ça, c'est rien à côté de ce qui va se passer. Et je vous préviens là, ça va être court mais intense. On a changé de style de vidéo ou quoi là? En fait, la soirée va se passer très vite. Melinda et Charles vont alors se coucher assez tôt et c'est beaucoup plus tard qu'ils vont se réveiller. Charles explique qu'il est aux alentours de 2h30 du matin quand il entend pas mal de bruit et surtout son bateau qui tangue plus que d'habitude. Il sort alors dehors et remarque qu'il y a une silhouette qui tient une lampe torche au niveau de l'entrée du port et qui lui fait signe. Charles veut monter sur le ponton pour se rapprocher et voir ce que cette personne lui veut, pourquoi elle lui fait signe. Sauf qu'en voulant sortir de son bateau pour se mettre sur le ponton, il remarque tout simplement qu'il n'y a pas de ponton. Charles se rend compte en fait qu'il est désormais à une 50aine de mètres du ponton, qu'il est en pleine mer si on peut dire ça, et qu'en fait la personne qu'il aperçoit, elle n'est pas à l'entrée du port, mais simplement sur le ponton, là où était le bateau de Charles. Charles va réveiller alors Melinda et tous les deux vont, dans le noir, naviguer pour retrouver un autre port où dormir. Et ça a l'air de rien tout ça, mais naviguer dans le noir, c'est très dangereux, car tu peux à tout moment tomber sur un rocher qui peut transpercer la coque du bateau, et c'est pas bon en fait. Bon, heureusement pour eux, ils ne vont pas avoir ce genre de problème. Mais ça reste malgré tout pas fini. En fait, en arrivant, tant bien que mal, dans un autre port, situé à plusieurs minutes du précédent, ils se rendent compte que leur corde, qui sert à s'accrocher au ponton, en fait était coupée. Alors, ça leur empêchera pas de s'accrocher non plus, mais au moins, ils en ont le cœur net. La silhouette que Charles a vue a volontairement coupé leur corde pour qu'ils dérivent. Et franchement, si Charles ne s'était pas réveillé plus tôt, ils auraient pu beaucoup plus dériver et ça aurait pu très mal tourner pour eux. J'espère que vous l'avez aimé celle-là. Moi, elle m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé cette ambiance assez étrange sur un bateau à la dérive en pleine nuit. Franchement, c'est ultra glauque et je kiffe. Bon, pour cette dernière histoire, on va suivre quelque chose que tout le monde redoute. Et j'en dirai pas plus, mais il y a des situations quand on est chez soi, sous la douche par exemple, où on n'a pas envie de se faire embêter. Maintenant que c'est dit, on part retrouver Rodrigue et sa sœur de 16 ans, Sylvia. Rodrigue explique qu'avec sa sœur, ils ont toujours été très proches et qu'ils s'entendent vraiment très bien. Ensemble, ils profitent d'un après-midi ensoleillé pour bronzer un petit peu et se détendre sur les transats dans le jardin de chez leurs parents. Et pour cause, c'est les grandes vacances, leurs parents ne sont pas là et ils sont donc seuls dans leur grande maison. Et pour expliquer un petit peu comment est leur maison, il faut savoir qu'il y a un grand jardin au bout duquel se trouve une grille, donnant accès sur un petit chemin avec très peu de passages. On imagine d'ailleurs qu'ils habitent en pleine campagne, car c'est assez fréquent de voir ça. En gros, je vois pas ça en plein Paris, on est d'accord. Et du coup, l'histoire démarre alors que Rodrigue et Sylvia sont en train de bronzer. L'après-midi est cool, ils passent du bon temps à se reposer sur des transats, bref, tout va bien. Sauf que Rodrigue est surpris par quelques bruits provenant du fond de leur jardin, là où il y a la grille. Et il faut savoir qu'ils bronzent au niveau de leur terrasse, et que du coup, avec les arbres présents dans leur jardin, ils voient pas jusqu'au bout, ils ne voient pas la grille. Et ça, c'est important pour la suite. Rodrigue demande alors à Sylvia si elle a entendu ces bruits, mais non. Sylvia, elle a ses écouteurs et n'a donc rien entendu. Rodrigue se rallonge dans son transat et ferme de nouveau les yeux pour bronzer. Après tout, ça peut être un animal ou quelqu'un qui passait juste par là, c'est tout, ça arrive. Sauf que ça ne manque pas, quelques secondes plus tard, Rodrigue entend de nouveau des bruits en provenance du fond du jardin. Et là, c'en est trop pour lui. Il se lève et va en direction du fond du jardin. Et Rodrigue explique qu'en arrivant au niveau de la grille, il remarque qu'il y a une chaussette usée posée sur la grille. Alors oui, c'est assez répugnant, mais pas de quoi alerter Rodrigue qui prend un bâton et la fait passer de l'autre côté. Rodrigue se dit juste que c'est dégueulasse de laisser une chaussette sale sur la grille et surtout il n'y a aucun intérêt à ça. Mais bon, avec ce qui vient de se passer, il n'y a pas de quoi terroriser Rodrigue et encore moins Sylvia pour le moment. Et c'est vrai, on a pour le moment une simple chaussette posée sur une grille, rien d'alarme. Mais vous savez, si je suis là à vous raconter cette histoire, c'est que tout ne va pas se passer comme prévu. Rodrigue rentre dans la maison de ses parents pour se servir un verre d'eau, puis revient en direction de la terrasse. Il aperçoit Sylvia, en plein milieu du jardin, regarder en direction de la grille. Sylvia se retourne et lui demande pourquoi il a laissé la grille ouverte, qui sait très bien que ses parents leur interdisent d'ouvrir cette grille et que c'est pas cool. Et nous on le sait, il y a à peine une minute, Rodrigue était à la grille et il est formel, il ne l'a pas ouverte. Ils se dirigent alors tous les deux vers la grille et effectivement elle est ouverte, pas complètement, mais juste un peu. Rodrigue explique à sa sœur que c'est pas lui et que tout à l'heure il a juste trouvé une chaussette sale sur la grille et qu'il s'est empressé de l'enlever. Sylvia ne comprend pas, mais fait tout de même remarquer qu'il y a une sacrée odeur où ils sont. Et c'est vrai, il y a une odeur inhabituelle de canalisation et vous savez, c'est a priori comme quand l'odeur des égouts remonte, c'est répugnant.
Rodrigue et Sylvia se mettent la main sur la bouche, puis referment donc le portail et retournent vers leur maison. Sauf que quelques minutes plus tard, au niveau des arbres qui se trouvent dans le jardin, Rodrigue croit de nouveau entendre des bruits de branches. Et des bruits du coup assez suspects, des bruits qui laissent penser que quelqu'un est là. Rodrigue, il est à la vingtaine, donc son premier réflexe, c'est d'aller voir ce qui se cache. Il n'a pas peur, il va en avoir le cœur net s'il y a quelqu'un ou non. Sauf qu'arrivé à quelques mètres d'un arbre, il y a un étrange pressentiment. Et vous saurez si vous l'avez déjà vécu, mais c'est cette sensation que quelqu'un est vraiment là et vous ressentez une vraie présence derrière, même si vous voyez rien. En gros, votre corps, il vous met un gros stop et il vous dit non, faut pas y aller. Et c'est exactement ce que va ressentir Rodrigue, qui va s'arrêter à quelques mètres de l'arbre et faire demi-tour puis repartir vers sa maison. Rodrigue et Sylvia, ils sont plus du tout à l'aise chez eux et décident donc de tout fermer, puis de partir faire un tour plutôt que de rester chez eux. Alors juste pour dire de décompresser. Ils vont donc partir 2 heures ensemble, rejoindre leur cousin, puis ensuite vont revenir chez eux vers 19 h. Ils rentrent donc chez eux, tournent la clé, puis rentrent dans la maison. Et à leur grande surprise, il y a une odeur pas très bonne qui plane chez eux. Rodrigue explique qu'ils ressentent de nouveau une sorte d'odeur de canalisation, comme lorsqu'ils étaient à la grille plus tôt. En clair, ça sent le pourri chez eux et c'est pas normal. Rodrigue et Sylvia vont pour ouvrir toutes les fenêtres de la maison pour aérer, avant de chercher d'où vient le problème. Sauf qu'en arrivant à la fenêtre de la cuisine, ils vont se rendre compte qu'il y a un verre d'eau cassé par terre. Et c'est pas n'importe quel verre d'eau. C'est celui qu'a utilisé Rodrigue avant de rejoindre Sylvia, fermer le portail un peu plus tôt. Le seul truc qui cloche pour Rodrigue, c'est pourquoi son verre est tombé par terre alors qu'il l'avait déposé sur l'évier, juste devant la fenêtre de la cuisine. Rodrigue lève les yeux et remarque que la fenêtre est en fait légèrement entrouverte. La seule explication rationnelle à ce moment pour Rodrigue, c'est, je cite, « Il y a dû avoir un courant d'air et ça a tapé le verre et puis c'est tout ». Mais Rodrigue explique malgré tout dans son thread qu'à ce moment-là, son esprit s'est mis en mode déni total. Quelques minutes vont s'écouler jusqu'à ce qu'un terrible hurlement provienne de l'étage. C'est Sylvia qui pousse ce cri et descend en trombe les escaliers pour rejoindre son frère. Sylvia explique qu'il y a un homme dans les lits de leurs parents et elle se met donc à composer le numéro de la police pendant que Rodrigue court à l'étage et se retrouve face à la porte de la chambre de ses parents. Il tente alors d'ouvrir la porte, mais c'est fermé. Plusieurs secondes vont alors se passer où Rodrigue va tenter de forcer la porte. Il sera arrêté par une voix douce et calme. C'est la voix douce et calme d'un homme, et c'est cet homme du coup qui dormait dans le lit de leurs parents. Et Rodrigue explique qu'il n'a pas compris comment ça se fait que l'homme, à travers la porte, adopte une voix douce et calme. Et c'est vrai que dans les threads d'horreur, on a souvent l'habitude d'entendre des cris, des hurlements qui proviennent des agresseurs, entre guillemets, mais sauf que là, pas du tout. Après plusieurs secondes de silence, l'homme derrière la porte va demander s'il peut tranquillement ouvrir la porte, qu'il ne leur veut aucun mal et qu'il veut juste s'en aller. Rodrigue est bouche bée, et encore une fois, j'en fais peut-être un peu trop, mais j'avoue que je ne saurais pas comment je réagirais face à un tel décalage par rapport à la situation. Franchement, s'il y a un homme qui est chez moi, mais il est tout calme et il veut juste partir, je trouverais ça trop bizarre et je ne sais pas comment je réagirais en fait. Bref, finalement, l'homme va ouvrir la porte, il aura un grand sourire, puis va repartir calmement. Rodrigue explique qu'il ne savait pas vraiment quoi faire, car on parle quand même de quelqu'un chez lui, mais qui est ni violent, ni agressif. L'histoire va donc s'arrêter là, quand l'homme va passer la porte d'entrée, puis repartir on ne sait où. Rodrigue et Sylvia vont alors tous les deux se regarder pendant plusieurs secondes, sans savoir vraiment quoi dire au vu de ce qui s'est passé. Cependant, en refermant la porte, nos deux frères et sœurs vont constater une forte odeur de canalisation. Et oui, depuis tout ce temps, c'est cet homme qui empestait dans toute la maison. Bon, histoire assez incroyable, je vous avoue que je l'ai beaucoup aimé pour la tournure des événements. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, ce serait un plaisir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve demain pour 3 nouveaux threads d'horreur. Bisous.